Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Sophie, c'est un peu ton épisode aujourd'hui. Ah bon? Parce qu'on va parler de couleurs et on va parler de rapaces. Mais oui. Donc finalement, c'est pas un peu les deux thèmes que t'apprécies le plus chez les oiseaux ? Comment ça va Sophie ? Bah écoute, du coup ça va super bien, voilà. Après tu sais pas de quoi je vais parler. Bah, Tu sais que je vais parler de pigargue. Voilà, bah, mais c'est bien ça déjà. On va parler de l'oiseau qui a l'air, qui a toujours l'air méchant, tu sais, avec les gros sourcils là. C'est... Ah ouais, carrément. Mais ouais. Tu considères le pigargue méchant. Mais D'accord. t'as vu les sourcils qui... Enfin, je sais pas moi, mais... Bon, c'est pas exactement des sourcils comme les nôtres, c'est des barres osseuses, on va dire, mais... Enfin, ça lui donne un air quand même... Non, tu trouves pas? Ah, je sais pas, moi je trouve que ça lui donne un air noble, tu vois. Serais-tu une descendante de Benjamin Franklin, Sophie ? Je Qui trouve... trouvait que le pigargue n'était pas un emblème assez bon pour le pays que représentaient les États-Unis. Oh bah ils choisissent bien ce qu'ils veulent, tu sais, moi je suis pas du coin, C'est donc vrai. après tout. Mais c'est ce que... Non, mais moi ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il a l'air fâché tout le temps avec ses gros sourcils. C'est vrai. Non ? Oui, un peu. Mais c'est peut-être le bec, ça. C'est peut-être cette expression-là un peu particulière du bec. Ah, je sais pas, Je sais c'est pas. peut-être un tout, effectivement. C'est peut-être ça. Mais Mais c'est aujourd'hui, comme on parle d'un super pigargue, Sophie. Ah ouais ? Je sais pas. Ah ouais. Ah, tu vas voir, ça va être incroyable. Vraiment, je vais te raconter des trucs, tu vas faire, mais comment c'est possible ? C'est un pigargue avec une cape, c'est ça ? C'est super pigargue, exactement. C'est celui qui sauve La sauve veuve et les autres l'orphelin, oiseaux. exactement. Exactement. Voilà, c'est le Robin des Bois. Le Robin des Bois de Californie, parce qu'on va partir en Californie pour le coup. Qui n'est pas Et un toi, tu Robin. parles de couleurs, du coup, Sophie. Bah oui, on va parler de paruline et de mutation de coloration. Alors on revient à mes premières amours, hein, n'est-ce pas ? Voilà, la coloration des plumes chez les oiseaux, comme d'habitude, bah, c'est un peu mon dada, enfin mon piou-piou, enfin comme vous voulez, n'importe. Que ce soit l'un ou l'autre. Eh ben écoute, Sophie, je vais commencer cette rétro par parler de couleurs. Ah ouais, toi aussi ? Incroyable. Hein. Eh oui, moi aussi. Oh. Je vais parler de couleurs. Alors, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans Conversation Biology et qui se posait la question de savoir comment évoluer les facteurs, on va dire, de disparition de certaines espèces en fonction de plusieurs choses, notamment vis-à-vis de leur taille, vis-à-vis de leur capacité à se disperser dans l'environnement, vis-à-vis aussi de leur régime alimentaire, mais surtout des couleurs et des traits fonctionnels de ces oiseaux. C'est 4334 espèces d'oiseaux, Sophie, qui ont été analysées pour cette étude. D'accord. Et la conclusion des chercheurs, elle est, on va dire, assez attendue, c'est que les oiseaux colorés sont amenés à disparaître en premier. Ce sont les oiseaux qui sont les plus menacés par la disparition. Et c'est une étude d'autant plus intéressante qu'elle prend en compte donc tous les facteurs que j'ai cités, mais aussi des facteurs, on va dire, un petit peu plus socio-démographiques. Et ils ont découvert, notamment dans la zone australo-indonésienne, qui est la zone où les oiseaux colorés sont les plus susceptibles de disparaître, et bien des relations avec notamment un IDH, donc un indice de développement humain plus faible, et un commerce plus élevé. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui, selon eux, expliquent le fait que les oiseaux colorés sont amenés à être plus en voie de disparition que les autres. Et pour ça, il faudra d'autres études pour qualifier les autres problèmes. Je vous mettrai évidemment le lien de cette publication en open access, mais malheureusement, elle n'est pas... elle n'est pas en open access justement, mais en tout cas, vous aurez le lien dans la description. D'accord. Bon, c'est dommage, du coup, on va perdre tous ces petits oiseaux colorés en premier. Bah ouais, c'est ce qu'on expliquait avec notamment tous les marchés qu'il y avait en Indonésie et ce genre de choses-là. Hein. On avait eu un épisode là-dessus, on vous mettra J'essaierai de vous mettre le lien dans la description ou sur YouTube. On peut coller des liens. J'ai appris qu'on pouvait mettre des liens qui renvoyaient à des vidéos. Donc je vais essayer d'utiliser ça.
pour vous mettre justement cet épisode où on parlait du commerce de ces oiseaux. Et on avait expliqué dans cet épisode que certains oiseaux qui étaient très communs dans les années 70-80 étaient aujourd'hui en voie d'extinction parce que justement ils avaient été énormément commercés et d'autres espèces qui n'étaient pas commercées eh bien, le sont aujourd'hui, ce qui les amène justement à être elles aussi en voie d'extinction. Bon, bah tant pis alors. Enfin, soit ils auront avoir des oiseaux marrons, hein, les LBJs, donc les Little Brown Jobs, comme on les appelle, ça va être la norme. Préparez vos jumelles et surtout préparez vos guides de terrain parce que ça va pas être facile. Je le sens. Alors Sophie, est-ce que tu as des nouvelles plus rassurantes ? Bah, pas forcément plus rassurantes. Une petite étude qui est sortie début juillet de cette année sur la survie à court terme des canards colverts principalement, suivant l'implantation d'un transmetteur externe. Donc vous savez, tous ces petits outils qu'on utilise pour suivre les oiseaux, hein. Vous avez des petits relais GPS, et plein de choses qu'on peut mettre sur les oiseaux pour justement les suivre, avec plein de possibilités. Et donc en fait leur but c'était de voir à quel point l'installation, enfin surtout la capture de l'oiseau et l'installation, parce que les deux vont pas être dissociés hein, évidemment, vont avoir un impact sur la survie de l'animal à court terme, donc dans les 15 premiers jours après le lâcher de l'oiseau. Donc normalement l'installation d'un petit truc comme ça c'est pas très long, hein, ça prend à peine quelques minutes, surtout si vous avez quelqu'un qui s'y connaît bien. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il voulait savoir, c'est si les oiseaux survivaient. Alors, il semblerait que il y a une plus grande mortalité dans les 2 jours qui suivent directement la capture et l'installation du petit relais. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, et quelle que soit la condition physique de l'oiseau. Parce que vous savez que vous pouvez regarder aussi la condition physique de l'oiseau, savoir s'il est en bon état général ou si au contraire il est un peu maigrichon et qu'il va pas très bien. Donc quelle que soit sa condition physique, dans les 2 jours suivant l'installation de la petite balise, eh bien vous avez plus de mortalité qu'ensuite une fois qu'il a passé cette période critique des 2 jours. Donc après normalement ça se calme et tout va bien. Le principal problème, c'est lorsque ces installations de petits transmetteurs étaient faites dans des conditions où les températures étaient assez froides, parce qu'en fait, l'oiseau, visiblement, n'a pas suffisamment d'énergie pour récupérer proprement du stress de l'installation du petit matériel, et a un peu de mal, en fait, juste après. Donc ça peut occasionner des problèmes. Donc en fait, c'est une étude qui est assez intéressante, parce que ça permet de savoir quand et comment installer ce genre de matériel, justement pour mettre le moins possible en danger la vie des animaux sur lesquels on installe ça. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres, du coup, avec d'autres espèces, puisqu'on avait vu lors de notre précédent épisode que les oiseaux n'avaient pas, on va dire, la même résistance au froid que d'autres espèces, ou à la chaleur d'ailleurs, et je pense du coup que pour le canard colvert, on doit être dans cette réflexion-là, hein. On doit être, à mon avis, dans des oiseaux qui apprécient beaucoup moins le froid que la chaleur. Exactement. Sophie, on va parler d'un record maintenant. Un record, vas-y. Un record, on va parler d'un martinet. Alors nous, on a le martinet noir en France. Voilà, c'est l'espèce la plus répandue. Vous savez, c'est cette espèce d'oiseau qui ressemble à une hirondelle, mais qui n'est pas une hirondelle, il faut le rappeler. Il a le ventre tout noir, si vous voulez le reconnaître d'ailleurs. Qui a le ventre tout noir et les ailes en forme de faux, surtout les ailes en forme de faux qui permet de le reconnaître. Et ben les Américains ont le martinet sombre, Sophie, et c'est ce martinet sombre qui a battu un record. On parle d'un record de longévité. C'est une femelle martinet sombre qui aujourd'hui vit sa 22e année d'existence dans le Colorado. Donc elle a été baguée il y a 22 ans de cela, et c'est comme ça que les chercheurs ont pu déterminer ce nouveau record de longévité qui surpasse d'une année un martinet noir qui avait été trouvé en Suisse. On avait eu d'autres individus qui tournaient aux alentours de 17-18 ans, mais ce sont les 2 seuls exemples à notre connaissance pour le moment de martinets qui ont passé les 20 ans. Ça peut vivre assez longtemps un martinet, mine de rien, notamment par rapport à une hirondelle où généralement on est aux alentours de 5 ans d'espérance de vie. Et je crois que aujourd'hui l'hirondelle avec la plus
grande espérance de vie rustique qui a été trouvée en France, ça doit être 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. 8 ou 9 ans, en tout cas une dizaine d'années, c'est à peu près l'espérance de vie moyenne d'un martinet noir, pour vous donner une petite idée. Et donc voilà, bravo à cette femelle, on espère qu'elle reviendra une 23e année l'année prochaine dans le Colorado. Exactement, on lui souhaite une longue vie, longue et prospère. Alors moi de mon côté, on va partir en Espagne. Et en Espagne, il y a une étude qui a été faite récemment, notamment par BirdLife, qui a indiqué la présence de 19 nouvelles zones qu'on appelle des IBA, donc des Important Bird and Biodiversity Areas, qui permettent donc en quelque sorte de faire une carte du territoire et de savoir où est-ce qu'il faut protéger les zones les plus importantes en quelque sorte, ce qui permet ensuite au gouvernement des différents États de faire des zones de protection adaptées. Donc ça, ces 19 nouvelles zones vont pouvoir protéger plein d'espèces différentes, donc par exemple du tétra, il y a plein de petits trucs comme ça, de l'aigle impérial, enfin bref, plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes, à savoir que l'Espagne a bien entendu une quantité d'espèces d'oiseaux assez incroyable de par sa position géographique, très intéressante, et la bonne chose, c'est que pas mal de ces zones sont déjà dans des aires protégées, en fait, ce qui est déjà une bonne nouvelle pour ces oiseaux-là. Et ce qui permettra donc de continuer la protection assez bien en suivant ces espèces tout particulièrement. Voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a un petit article intéressant sur BirdLife, qui est en anglais malheureusement, mais on vous le partagera quand même. Ça reste intéressant, il y a des cartes. J'aime bien les cartes. Génial. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Sophie ? Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Alors, moi, je vais rajouter un dernier truc, Sophie, parce que on nous apprend que les oiseaux ne dorment pas dans des nids. Non. Je pense que tu sais effectivement ce genre de choses. La nouvelle. Je regardais un documentaire de Richard Fuller sur le coucou, qui est un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est quelqu'un qui a plus d'1 million d'abonnés et qui fait des petits documentaires autour des oiseaux. Et là, l'un de ces derniers, c'était sur le coucou. C'était un oiseau qui voulait refilmer, recapturer. Ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas justement eu l'occasion de refaire ce genre de comment dire, de photographie, de documents, le fait de chercher justement cet oiseau de la naissance jusqu'à ce que celui-ci soit émancipé quelque part. Et j'ai appris donc que chez les rousserolles et farvats, eh bien lorsque il y a la ponte des œufs qui est organisée, eh bien la femelle passe l'intégralité de la nuit au nid pour les couver. L'intégralité de la nuit pour les couver, et le mâle par la suite le lendemain reprend le rôle de la femelle pendant que celle-ci va se nourrir et va également nettoyer son plumage. Je vais parler de preening, donc nettoyer effectivement le plumage. Et c'est le deuxième cas, puisqu'on avait eu l'occasion d'en discuter lorsqu'on parlait du martinet noir, tiens encore lui, où effectivement pour le coup le martinet noir nichait dans les nids lors de la nuit, enfin en tout cas dormait dans les nids. Et donc c'est le deuxième oiseau pour lequel j'ai un contre-exemple. Et si je me dis que la rousserolle effarvate, qui est un oiseau qui est un passereau pour l'occurrence, est un oiseau qui est capable de faire ce genre de choses, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres. Alors est-ce que ça vient peut-être aussi du fait qu'elle surveille d'autres prédateurs comme le coucou pour éviter que ceux-ci ne pondent la nuit, et que du coup cet oiseau adapte une stratégie par rapport à d'autres passereaux? Peut-être, mais quoi qu'il en soit, ça fait déjà un deuxième contre-exemple pour moi. Et va falloir que je me penche un peu sur l'idée, quoi, parce que ça vient quand même de quelqu'un qui les a filmés et qui les filme déjà depuis 30 ans. Donc c'est pas une information prise comme ça sur internet avec ChatGPT ou je ne sais quoi d'autre. Oui, non, d'accord. Donc voilà. Ah, mais c'est intéressant. C'est effectivement intéressant. Bon, après, c'est normal qu'elle ait couvé ses œufs quand même. Ouais, totalement. Mais voilà, c'était assez intéressant.
Et puis il y avait aussi un commentaire, comme je l'ai dit, plutôt intriguant sur les rôles parentaux qui étaient divisés en fonction de la période de la journée. Voilà pour un petit truc que j'ai appris. Et Sophie, du coup, je vais enchaîner puisqu'on va parler du super pigargue. Mais Voilà, oui. est-ce qu'il sauve des gens? Voilà, est-ce que je ne sais pas, il empêche des crimes? Je ne sais pas. En tout cas, il a Super fait Picard. la une des journaux télévisés aux États-Unis. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va voir juste après ça. Oui, Sophie, tu as bien entendu. Un oiseau a fait la une des journaux télévisés, et pas que, aux États-Unis. Puisque je parle d'un oiseau dont on a fait un article dans le Washington Post. Je parle d'un oiseau dont on a fait un article dans le New York Times. Ah oui, Tu quand vas me même. dire, mais pas possible, mais comment est-ce possible? Attention. Et moi, quand je faisais des recherches sur les oiseaux et tout, parce que de temps en temps je me balade sur les réseaux, sur YouTube et autres, je suis tombé sur une petite pastille de 2 minutes 30 justement, qui parlait de cet oiseau. Voilà, un breaking news américain où on avait la grosse tête d'un pigargue à tête blanche. Alors je me suis dit, peut-être que c'est en rapport avec l'anniversaire d'indépendance des États-Unis, en fait les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis et donc oui. de l'indépendance des États-Unis. Donc peut-être que c'était en rapport. Pas du tout. C'était pas du tout en rapport. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le dossier de ce pigargue à tête blanche. Vous savez, c'est l'emblème national des États-Unis. On sait comment les Américains, ils aiment romancer leurs histoires. C'est pour ça que je me suis dit que ce pigargue était peut-être lié à l'histoire, on va dire l'histoire au sens historique du terme, avec un grand H des États-Unis. Non, ce pigargue, il a un nom. Elle s'appelle Jackie, puisque c'est une femelle, et c'est une star dans le monde de l'ornithologie. Alors pourquoi Jackie est une star dans le monde de l'ornithologie? Parce que Jackie, elle a failli mourir il y a quelques jours au moment où on enregistre Sophie, Oh non. et ça a provoqué l'émoi de centaines de milliers de personnes. Alors pour recontextualiser, elle a été repêchée dans une rivière près d'un site qui s'appelle le Dana Point Park. On est en Californie, et elle a dû être transfusée suite à un combat entre elle et 2 autres individus pigargues, mais elle semblait quand même aussi avoir un souci de santé en plus de ce combat. Et donc elle a été soignée, il y a eu des vidéos qui montraient celle-ci sous anesthésie générale. Enfin vraiment, on avait l'impression que c'était le Michael Jackson des oiseaux, c'est terrifiant. Et aujourd'hui, elle se repose dans le centre de sauvegarde de Ojai, qui est un centre spécialisé sur les rapaces, toujours en Californie, mais situé à 3 heures de là où notre oiseau a été trouvé. Alors, au départ, on n'était pas sûr de savoir réellement si c'était cette fameuse Jackie. Du moins, toutes les coupures presse que j'ai trouvées n'étaient pas forcément sûres de ça. Et depuis, toutes les coupures presse que j'ai trouvées considèrent qu'il n'y a plus de doute possible, c'est bien Jackie. Mais Jackie, c'est qui? Bon sang de bonsoir. On se le Parce que demande. pour que toute la presse en parle, Sophie, il faut que ce soit un oiseau extraordinaire, il faut que ce oui. soit l'oiseau du président de la République, je ne sais pas. En tout cas le président des États-Unis. C'est la star de la Birdcam de Big Bear Valley en Californie. Est-ce que ça te dit quelque chose, Sophie, le Big Bear Valley en Californie? Je suppose que pour l'instant, non. Pas vraiment Mais pour l'instant. lorsque je vais parler de certaines choses, tu vas faire « Ah oui, d'accord, c'est elle !» Alors, Big Bear Valley, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle les pigargues sont généralement de passage. Du moins, c'est ce que pensaient les gardes forestiers du site jusqu'en 2012, où ils ont découvert que des pigargues avaient niché par le passé, puisqu'on avait trouvé des restes de nids. Et donc en 2015, il y a une caméra qui a été installée sur l'un de ces anciens nids. Et en 2017, une certaine Jackie, qui a été nommée évidemment par les internautes, elle n'avait pas ce nom lorsqu'elle est arrivée, y est arrivée pour nicher. Et le public se prend de passion pour cet oiseau et son compagnon. Alors son compagnon, il s'appelle Shadow, mais elle a eu un autre compagnon avant cela. Et c'est d'un triste parce qu'il est nommé Mr. B. Donc vraiment Monsieur B. Sympa. C'est terrible. Oh, le pauvre. D'accord, Et donc c'est Monsieur B, allez, le numéro 2, quoi.
Exactement, voilà, jusqu'à temps que Shadow, donc son compagnon, arrive. Et avec Shadow, elle aura 7 jeunes. Simba, Spirit, Misty, Sunny, Gizmo, Sandy et Luna. 7 jeunes sur 19 tentatives de ponte, ce qui est quand même assez remarquable pour un pigargue. La belle histoire étant que Misty et Sandy ont été nommés en hommage à Cathy Misterly, une membre justement active de ce site de surveillance des pigargues qui malheureusement est décédée d'un cancer, et aussi Sandy, donc la fondatrice et directrice exécutive du programme qui nous a quittés cette année. Et donc pour en revenir à cette caméra, Sophie, eh ben, sache qu'on en a déjà parlé sans le savoir, parce que les images de Jackie et Shadow, elles ont fait le tour du monde, elles ont fait le tour de la toile, puisque c'est par exemple cette fameuse image où on a un pigargue à tête blanche qui est enfoui par la neige. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette image Oui. d'un pigargue qui est dans son nid, qui est Mais oui. enfoui par la neige, Mais un oui. énorme blizzard? Et ben justement, c'est cette fameuse Jackie-là. Et la caméra de Jackie et Shadow, alors il n'y a pas que, il y a aussi des balbuzards qui nichent pas très loin, c'est plus de 800 000 abonnés sur YouTube, Sophie. 800 000 abonnés, c'est quand même 2 fois moins que le courrier de la Sterne, il faut dire ce qu'il en est, ce qui est une sacrée prouesse lorsqu'on y pense. Ça allait vite. Ah ouais, t'as vu? Ça sert de ne pas publier pendant quelques semaines. Mais exactement. On gagne ça fait monter les enchères. Alors tu vas me dire, mais pourquoi il y a ça explique pourquoi il y a un tel engouement, mais ça va plus loin, Sophie, parce que il y a comme je t'ai dit, il y a une sorte de suivi de l'affaire. On est un peu comme dans Closer, mais genre vraiment, où les gens s'interrogent à qu'est-ce qui s'est passé. On a des breaking news en mode aujourd'hui, Jackie se nourrit toute seule, parce qu'au départ, elle était nourrie avec justement une pipette, et puis maintenant on lui tend comment dire, une espèce de pince, et Jackie attrape les morceaux de viande toute seule. Et puis dernièrement, on a eu, surtout parce que Jackie étant hospitalisé, Shadow est tout seul. Bah justement, est-ce que Shadow va trahir sa partenaire, Sophie? C'est ça la question qui brûle tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une femelle qui traîne dans le coin, Sophie. Ah oui. Eh oui, il y a une femelle. Elle s'appelle Jolene. C'est un nom qui a été donné par les internautes en référence à la chanson de Dolly Parton. Et il y a des gens qui, aux dernières nouvelles, c'est les breaking news, se demandent si effectivement Jackie, elle n'a pas été attaquée par un de ces jeunes qu'elle a mis au monde. Bref, c'est une histoire absolument extraordinaire. Elle va sans doute encore connaître plein de rebondissements. Mais comme toi, Sophie, tu es une experte en rapace, tu en penses quoi justement? Qu'est-ce qui va se passer pour Shadow? Est-ce que tu penses qu'il va refaire sa vie? Est-ce que tu penses qu'il va attendre sa partenaire? On veut l'avis d'une spécialiste. Oh là, mais je suis pas spécialiste en les feux de l'amour, moi j'ai jamais regardé. J'en sais rien, moi. Écoute, tout peut se produire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est formidable avec le divan, c'est qu'il peut arriver tout et n'importe quoi. Je pense que au niveau des rapaces, en tout cas, ils sont... Alors, vous allez me dire, ils changent pas souvent de partenaire, c'est vrai, si le partenaire est là, mais s'il y a plus le partenaire, ils vont chercher autre chose. Donc il est possible qu'elle aille chercher autre chose, autre part. Et pas forcément un de ses enfants, par contre, parce que normalement, ils se sont dispersés assez loin, du moins c'est ce qui est censé se passer la première année. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un problème. Et du coup, ça permet d'éviter trop de consanguinité derrière, hein. C'est un mécanisme naturel. Après les jeunes s'étant envolés très tôt, enfin très tard, c'est juin 2026, je crois, si j'avais, si je me réfère aux articles que j'avais lus. Peut-être qu'ils sont encore dans le coin, ça peut être une possibilité. C'est possible qu'ils soient sachant encore qu'on enregistre nous le 31 juillet, donc oui, c'est possible à peu qu'ils près soient un mois entre. Effectivement. Donc voilà, Sophie, Jackie et Shadow, Shadow et Jackie, la grande histoire des pigargues à tête blanche qui a retourné Internet et la presse internationale. Voilà. J'avoue, quand j'ai découvert ça, je suis tombé sur les fesses à me dire, mais enfin, c'est comme si en France on faisait une histoire pour, je sais pas moi, un coq, puisqu'on reprend du coup on reprend l'emblème national d'un pays. C'est comme si justement on avait une histoire de coq et on surveillait justement à se demander, mais Maurice va-t-il quitter Brigitte n'étant plus là? Enfin, c'était une histoire terrifiante. Oh mon dieu. D'accord. Ah, okay. là.
Voilà Sophie, Quelle de mon histoire. côté. Quelle histoire, effectivement. On verra si on vous la relate dans le courrier de la Sterne, mais sache que j'ai trouvé une chaîne YouTube qui fait tous les jours une vidéo sur le suivi de cette histoire. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Pour cette incroyable aventure. Les feux de l'amour, encore une fois. Encore C'est une plus les fois. Mérions, ce sont les Pigargues. Ah, bah Sophie, on parlait de feu. Bah, on va rester dans la couleur, justement, Mhm. avec donc les parulines qui sont désormais à l'honneur dans cette deuxième partie. Alors, les parulines, Sophie, on reste aux États-Unis. Ouais, on va rester aux États-Unis, on va parler de parulines. Alors, pour ceux qui savent pas, les parulines, c'est un groupe, alors ce sont des petits passereaux. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'on a quasiment 120 espèces, on a 119 pour être exact au dernier compte, avec au total 18 genres dans la famille, ce qui est quand même pas mal, et tout ça, ça fait une grande famille d'oiseaux qui sont quand même assez colorés, parce qu'on a du bleu, on a du jaune, on a du rouge, on a du brun, on a plein de trucs dans ces parulines, ça fait beaucoup de couleurs différentes, et évidemment, ça fait beaucoup de pigments différents. Donc on va regarder tout ça ensemble. Parce que justement, il y a eu quelques études qui sont sorties récemment sur cette famille, parce qu'il semblerait que cette famille a quelques caractéristiques bien particulières. Alors, donc vous n'êtes pas sans savoir que les hybrides chez les oiseaux, ça existe. Et on en a parlé plusieurs fois dans le courrier de la Sterne, on a vu notamment aux endroits où il y avait plusieurs espèces qui pouvaient se mixer, qui étaient assez proches et qui avaient des aires de répartition qui étaient plus ou moins proches les unes des autres en quelque sorte. On pouvait avoir chez des espèces proches des mix qui arrivent, qui se font, et donc vous allez avoir quelques hybrides qui font arriver et qui vont avoir des caractéristiques d'un côté et de l'autre à la fois. Et chez les parulines, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, parce qu'en fait ce sont des oiseaux qui s'hybrident assez fréquemment, il semblerait. Alors, on a notamment en 2020 une paruline un peu particulière qui avait été documentée et qu'on avait appelée la paruline fantôme, le Ghost Warbler, si vous voulez la version américaine, ça vient de là-bas. D'accord. Et donc la paruline fantôme, au début on savait pas trop d'où ça venait, et en fait il se trouve que c'est le mélange entre une paruline bleue et une paruline jaune. Alors deux espèces qui se ressemblent mais vraiment pas du tout. C'est à se demander d'ailleurs pourquoi et comment est-ce qu'il y a eu un mix entre les deux, hein, très honnêtement. Il y en a une qui est complètement jaune, mais ça fait un petit jaune un peu orangé, ça va vous imaginer... oui, imaginez une sorte de pissenlit, jaune pissenlit, quoi, en gros. Et puis de l'autre côté, vous avez la paruline bleue, alors bleu, mais un beau bleu, hein, sur le dos, avec un gros masque noir et un ventre tout blanc. Donc vous voyez quand même les deux oiseaux qui sont radicalement différents, hein. On va pas se leurrer, surtout avec la bonne vision des oiseaux en plus. Ils savaient que c'était pas un membre de leur espèce, hein, faut pas me faire rigoler. Donc soit ils avaient quand même un problème de population et qu'il y avait vraiment plus d'autres personnes disponibles. Peut-être du daltonisme chez les oiseaux, on ne sait pas. Ah, peut-être. Enfin, c'est quand même assez curieux chez les oiseaux avec une vue comme la leur d'avoir du daltonisme. Mais mettons, pourquoi pas. En tout cas, c'était assez curieux, et donc c'est pour ça qu'au début ils ont pas bien trouvé quelles espèces avaient donné cet oiseau, d'où le nom Ghost Warbler ou paruline fantôme. Et finalement ils ont trouvé que ça venait de ces deux-là. Bon, c'est pas trop étrange entre ces deux espèces, cela dit, parce que elles appartiennent toutes les deux au même genre de paruline, c'est la Cetophaga pour ceux qui connaissent un peu les genres, donc ça fait partie du même genre, donc c'est pas très éloigné, on va dire. Mais ce qui était intéressant, c'était la coloration de cet animal, donc il en avait résulté. Et ensuite, les études qui ont été faites génétiquement sur les colorations de ces parulines. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est d'autres observations qui avaient été faites, d'autres hybrides, parce que c'est pas le seul qui a été trouvé, évidemment. Chez les parulines, il y a des hybrides, mais tout le tour du ventre, hein, il y en a partout. Et là, quelques années avant, on avait eu, cette fois-ci, un hybride de 3 espèces différentes.
Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà 2 3 espèces qui s'étaient reproduites entre elles précédemment, et le Ah oui, petit s'était d'accord. reproduit avec une 3e espèce de paruline. Ok. Voilà. Donc là, on était parti avec aussi la paruline à flanc marron. C'est une cétophaga aussi. Et il me semble que c'était avec la paruline à aile jaune et la paruline à aile bleue pour les 2 parents précédents, qui avaient donc donné l'hybride qui s'était ensuite reproduit avec la paruline à flanc marron. Donc voilà, il y a quand même une sorte de mix qui se fait assez facilement chez ces espèces-là. Et alors là, pour identifier les hybrides qui viennent de ce genre de mix, je peux vous assurer que c'est pas bien simple, parce que ça fait un gros Ah mélange. bah, c'est sûr. Et donc la seule manière de confirmer en fait d'où l'hybride provient, c'est évidemment de faire un test génétique pour aller voir un peu ce qui se passe au niveau du génome. Hmm. Et en fait, ce que nous apprend ce genre de croisement, c'est que chez les parulines, ce qui est assez intéressant, c'est que les différences génétiques entre les différentes espèces, finalement, ne sont pas si énormes que ça, vu que les parulines sont capables de se reproduire entre espèces assez différentes, et d'avoir des petits qui sont quand même fertiles, et qui sont capables même de se reproduire avec encore d'autres espèces derrière, sans problème, visiblement. Donc ça veut dire que, clairement, leur génome est encore compatible, et que ce qu'on croyait être des espèces très différentes ne l'est peut-être pas tant que ça. Ah, donc on a peut-être 120 sous-espèces d'une espèce. C'est peut-être... Et qui sait, le problème derrière ça, c'est que on a un autre souci, c'est que dans cette famille, vu que c'est une famille, hein, c'est pas juste quelques espèces, on a quand même des tas de genres différents. C'est-à-dire que non seulement on a des espèces différentes, mais en plus elles appartiennent des fois à des genres différents. Et c'est ce qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça, avec 2 parulines cette fois-ci de genres différents, c'est même pas seulement de la même espèce différente, cette fois-ci on monte d'un cran, on va sur le genre, un genre différent, qui arrive à se reproduire ensemble et qui arrive à donner quelque chose de fertile. Encore une fois. Donc on a quand même dans cette famille une capacité à se reproduire et à faire des hybrides qui soient fertiles qui est assez incroyable, raison pour laquelle les chercheurs se sont penchés sur la question. Et donc dernièrement on a eu une publication en décembre 2025 qui s'est penchée sur la coloration de ces petits passereaux, parce que l'intérêt c'était, avec toutes ces hybridations qui se font au sein de cette famille, comment est-ce que les couleurs évoluent et d'où proviennent les gènes de coloration, sachant qu'on a, je vous ai dit, les parulines qui sont très très colorées avec du jaune, du rouge, du bleu, etc. On a envie de comprendre d'où provient la couleur, et est-ce que en fait ces gènes de coloration peuvent nous apprendre quelque chose sur les précédents processus d'hybridation qui ont pu avoir lieu au sein de cette famille. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, ils ont tracé d'abord un gène en particulier, qu'on va appeler BCO2. Alors, son petit nom, en gros, c'est bêta-carotène oxygénase 2, mais on va l'appeler BCO2, hein, parce que c'est quand même plus simple. Et en gros, comme son nom l'indique, bêta-carotène, bêta-carotène, vous savez, c'est un pigment, donc le carotène, ça va être quelque chose d'assez jaune, ça fait partie des caroténoïdes. Et BCO2, ça va être un gène qui va en fait permettre de limiter l'apparition du pigment, de ce caroténoïde particulièrement dans les plumes, en fait produisant une molécule qui va venir détruire le caroténoïde en question avant qu'il ne soit donc libéré dans les plumes de l'animal. Ce qui fait qu'en fait le gène BCO2, ça va être un gène qui va vous permettre de réduire la coloration jaune de votre oiseau. Donc si vous avez ce gène-là chez un oiseau, vous allez avoir normalement moins de jaune dans son plumage que chez les autres oiseaux. Donc ce gène BCO2, il est présent chez pas mal de parulines, et il est présent parfois sous des formes différentes, c'est-à-dire que c'est pas forcément le même gène BCO2 que vous allez trouver chez toutes les parulines. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, les parulines qui ont un plumage très très jaune vont avoir beaucoup moins de ce gène-là, voire pas du tout, vu qu'évidemment elles vont garder ce jaune, alors que les parulines qui vont avoir un plumage qui n'a pas beaucoup de jaune, normalement, ont beaucoup de ce BCO2, parce que, justement, ça permet d'éliminer les caroténoïdes qu'ils avalent avec leur alimentation. Il y a un normalement qui vient de se glisser dans la phrase. Oui, parce qu'on va arriver à la suite. On va arriver à la suite.
Alors, en 2025, donc, ils sont intéressés à ce gène-là particulièrement. Et ils les ont trouvés, donc, ils ont regardé principalement chez deux parulines différentes, donc la paruline bleue et la paruline jaune. Et ils se sont demandé, ok, maintenant on a vu comment ça se passait chez ces deux espèces, est-ce qu'il y a moyen de voir ce qui se passe chez les autres espèces? Est-ce que ce gène est actif, inactivé, ou au contraire, est-ce qu'il est en proportion différente? Est-ce qu'il a des formes différentes chez d'autres espèces de parulines? Et est-ce qu'il peut nous apprendre quelque chose sur la phylogénie de ce groupe? Et alors, ils sont allés voir chez beaucoup d'espèces. On a quand même à peu près 120 espèces de parulines, et ils ont décidé d'aller voir chez toutes ces espèces-là, parce que pourquoi pas. Des bons scientifiques. On est parti. Voilà. Donc on est parti. Alors pas chez toutes ces espèces-là, autant pour moi, ils ont pris seulement 103 espèces. Bah, bon, sur 119, nul. Ça va. J'ai envie de dire. C'est nul. Moi, j'aurais invalidé l'étude. Ah ouais. Voilà. Bon, et quand même, ils ont quand même échantillonné 480 oiseaux différents. Hein, c'est pas si mal. Ah, ça. Quand même. C'est vrai. Quand même. Hein. Et ils auront un sursis. Bon, mettons. Donc en gros, ils ont récupéré des plumes et surtout des prélèvements sanguins chez toutes ces espèces-là, chez ces 480 oiseaux. Et ensuite, ils ont fait des analyses ADN pour voir un petit peu ce qu'il se passait. Et alors, ils ont trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est que le gène BCO2, il a une histoire à raconter. Il a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, chez certaines espèces, le gène BCO2 ne ressemble pas du tout aux espèces qui, normalement, sont les plus proches. Genre les espèces sœurs dans le même genre, par exemple, parfois n'ont pas du tout le même type de copie du gène BCO2. Okay. Et c'est pas juste parce qu'ils ont évolué différemment, parce que là on est quand même sur un niveau de différence qui est assez astronomique, c'est pas juste qu'ils ont évolué différemment et qu'il y en a un qui est parti de son côté, qui a eu une évolution du gène, et puis l'autre il est parti de son autre côté, il a eu une autre évolution du gène. En fait, l'hypothèse de ces chercheurs, c'est pas ça, ils disent c'est trop différent les gènes, ça peut pas être ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde chez d'autres espèces qui sont par contre beaucoup plus éloignées de paruline, des fois, mais on retrouve la même exacte copie de ce gène-là, alors que normalement c'est deux groupes différents, ça devrait pas pouvoir se passer de l'un à l'autre comme ça. Okay. Et donc leur hypothèse, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu en fait des parulines, parfois d'une espèce très éloignée, qui se sont hybridées avec des parulines d'une autre espèce très éloignée, qu'ils ont en gros échangé des gènes, via les hybrides, en quelque sorte, et que du coup, une des deux espèces de parulines a adopté certains gènes qui donc sont descendants de ces hybrides-là et ont gardé ça dans leur population et maintenant c'est devenu normal dans le génome de cette espèce-là grâce aux hybrides. Et c'est marrant parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, pour moi c'est l'un des premiers exemples de ce genre de choses qui se passent parce que normalement c'est pas comme ça que ça se passe. C'est assez curieux. Mais en gros, c'est comme si une espèce allait récupérer un gène d'une autre espèce éloignée via des hybrides et allait possiblement l'utiliser parce que ça peut être peut-être plus avantageux dans le milieu dans lequel ils sont à cet instant T. On sait pas trop exactement pourquoi, hein, mais en tout cas, les chercheurs pensent que ça s'est passé comme ça. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un phénomène génétique qu'on ne retrouve assez rarement autre part, et qui donc se retrouve chez ces oiseaux-là. Voilà. Donc c'est les dernières études qui ont été faites sur les parulines que je trouvais très marrantes avec ces hybrides qui sortent un peu de nulle part et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de ce groupe au final. Avec qui s'est reproduit avec qui. J'ai une question, Sophie, subsidiaire. Quid de la phylogénie du coup de la paruline? Est-ce qu'elle va changer avec ces nouvelles découvertes? Bah, je pense pas que ça le change en fait. Enfin, pas pour l'instant en tout cas, vu qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'infos. C'est les premiers. Ils ont séquencé une bonne partie du génome, mais ils n'ont pas non plus séquencé tout le génome. Ils sont pas intéressés à tous les gènes. Ils sont juste intéressés à ces gènes qu'ils avaient récupérés récemment. Mais peut-être que si ils commencent à s'intéresser au génome en entier, on aura peut-être effectivement des changements dans la phylogénie. Pour le moment, c'est pas le cas.
Pour le moment, Ok. ils se disent juste... je sais pas si t'as cette image aussi de la phylogénie humaine avec ce buisson, en fait. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, ça me dit effectivement quelque chose. Ouais, avec en fait, plutôt que d'avoir des lignes qui sont très séparées, qui vont avoir une espèce qui reste bien de son côté et qui donne après naissance à 2 autres espèces, etc. Avec des... Bref, on est sur quelque chose d'assez séparé, ça donne une phylogénie classique, j'ai envie de dire. On est plus dans la lignée humaine sur un buisson, avec des relations interespèces, avec pareil de l'hybridation qui va se passer entre les différentes espèces, avec des gènes donc qui vont se retrouver à droite ou à gauche. Le fait que par exemple que nous on ait quelques gènes qui viennent parfois d'autres espèces d'humains, ça... Voilà, faut imaginer cette évolution un peu buissonnante en quelque sorte, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour les parulines. Hein. Pardon ? L'arbre du vivant, qui est une expression utilisée en biologie. C'est vrai, l'arbre du vivant. Mais souvent, cet arbre du vivant, on l'utilise pas de cette manière pour l'expression. Pas de cette manière, c'est vrai. Ouais, on est vraiment parti sur des branches qui sont bien séparées sur cet arbre du vivant. Alors que là, on va vraiment faire des croisements entre les branches. Ce qui est, Alors pour ça, les racines du vivant, Sophie. Les racines du vivant. Ouais. Comme c'est des trucs qui se croisent et se décroisent. Ouais, je sais pas. Peut-être. Mais Marque voilà. déposée, courrier de la Sterne, parfait. En tout cas, voilà, c'est très... Plus qu'à écrire un papier maintenant. on peut, pourquoi pas. Allez. Voilà. Et ben voilà, vous savez ce que nous allons faire juste après cet épisode du courrier de la Sterne. On écrit un papier. Nous allons révolutionner la science. Mais absolument. On remet des mots là où il faut. En attendant de révolutionner la science, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous. Si vous avez des questions, notamment sur cette deuxième partie, avec donc cette question d'hybridation chez les parulines, eh bien n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, pour toute autre information, on vous renverra à de précédents épisodes. J'essaierai de vous remettre les liens des épisodes dédiés que nous aurons évoqués. Je crois d'ailleurs qu'il n'y en a qu'un seul que nous avons évoqué. Donc le lien du coup de l'épisode que nous avons évoqué plus tôt. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.